Le film que vous allez voir traite de la longue liaison entretenue par le grand auteur dramatique français Sacha Guitry avec le 7e art. Guitry et le cinéma. Relation passionnée et tumultueuse, vaste sujet d'aujourd'hui, et autrefois sujet de bien des controverses, sur lequel j'aurai le privilège d'enquêter pour vous, dans les décors de référence, les intérieurs et extérieurs imaginés par les architectes d'hier et d'aujourd'hui, qui ont fait la beauté des espaces parisiens. Il va sans dire que mon propos sera argumenté de courts extraits de films réalisés par Sacha Guitry. Ils nous permettront de retrouver certains des plus grands acteurs du théâtre et du cinéma français du siècle dernier. D'après vous, qu'est-ce que ça donnerait dans le métro, un costume comme celui-là? Ça étonnerait. Je le crois aussi, madame. Et là, on est sur la Messieurs, nous commençons un nouveau film dans un mois. François Caron. Vous voulez bien être le directeur de la production? Une fois de plus, François Gilles, soyez mon assistant. Une fois de plus, cher Renaud, faites dans les décors. Une fois de Sacha Guitry considérait que le générique d'un film faisait partie du spectacle à venir, et comme tel, il devait l'annoncer, l'orchestrer, lui ressembler. Soyez la script girl. Monsieur Muller, soyez, s'il vous plaît, le régisseur général du film. Oh, et voilà Luigi. Vous voulez bien en faire la musique, cher ami? Oui. Le film, commencé sur la Côte d'Azur, s'est achevé dans un studio à Neuilly. Chacun s'y est rendu à sa manière, à sa façon, selon ses goûts. De cette voiture, et s'en explique le volume, on vit sortir l'auteur, le principal interprète et le metteur en scène. À François Gire, mon assistant et mon ami, j'avais recommandé de venir en auto, et il a eu le toupet de me soutenir que je lui avais dit « Venez en auto, Gire ». Merci. Ponctuel, travailleur, souriant, voici les ouvriers. Et qui nous dit que parmi eux, il n'y a pas peut-être un futur chef opérateur, un ingénieur du son ou un décorateur. Voici notre monteur, monsieur Raymond Lamy. Il monte, monte, monte et il a l'air furieux. Avec tant de pellicules, on s'en fait des cheveux. Monsieur André de Roy, le directeur de la production, ne cessa de venir. Entendu, ce sera fait. Puis de s'en retourner. Pour revenir encore. On ne voyait que lui. Or, sous prétexte que Neuilly est sur scène, Bernard Blier ne trouva rien de mieux que de venir paro. Il dirigea les opérations avec une autorité magistrale. Et sa casquette d'amiral, il ne s'en sépara qu'à la dernière minute. Merci. Si Blier conduisait lui-même son bateau, Louis-Guy, compositeur de la musique du film, est venu en conduisant lui-même son orchestre. Il jouait un air de lui, et n'importe lequel au hasard. Quand on pense qu'on a pu refuser à cet homme-là le statut de cinéaste, jusqu'au dernier jour. François Truffaut écrivait « Il fut le plus difficile à faire reconnaître comme un metteur en scène complet, une personnalité forte s'exprimant par le cinéma. Et il a fallu toute l'énergie du jeune critique pour y parvenir. » Baliverne. Guitry détestait le cinéma. Le double. Encore une figure chère à Guitry. Pour lui, elle était l'essence même du métier de comédien. Sans cesse, lui-même et un autre à la fois. Avec le cinéma, Guitry allait pouvoir explorer à l'infini les potentialités de cette figure. Dans Le Comédien,
Il jouait à la fois son propre rôle et celui de son père jouant pasteur. Mais d'abord, pourquoi n'entres-tu pas? Pour ne pas te déranger, pardi. Me déranger? D'abord, tu ne me déranges jamais. Et puis, tu vois, j'avais devancé ton désir. Une fois de plus, d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas de toi. Dans le trésor de Cantenac, ils sont deux, cette fois-ci, à se dédoubler. Eh bien, figure-toi que tous ces gens-là viennent de me raconter un sujet de film extraordinaire. Et je te préviens que dans ce film, tu joueras le rôle de mademoiselle. Si mademoiselle le veut bien. J'y consens de grand cœur, à la condition que vous jouiez vous-même le rôle du baron de Cantenac. N'est-ce pas? Mais il le faut. Je ne peux rien refuser au baron de Cantenac. C'est un homme, en effet, qui ne se refuse jamais rien. Et dans Je l'ai été 3 fois, avec Bernard Blier, dans le double rôle de l'amant et du mari, Guitry créait de purs effets de comédie qui ne manquaient pas de lui inspirer de sérieuses pensées philosophiques. Madame. Monsieur. 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 Allez, messieurs. Espèce de brute! Oh, mon chéri, fais voir! Oh, mon chéri. Vite, docteur. Lucie. Lucie. Et qui a été blessé? Lui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Lucie. Parce que Lucie, se trompant une fois de plus, s'est jetée contre lui. Et de nouveau l'a embrassé sur les lèvres. Et j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire admettre que ce n'était pas moi. Ce qui m'a d'ailleurs permis de lui faire observer qu'elle se trompait quand elle me disait qu'il lui serait impossible de supporter le contact d'un autre homme que moi. Car telle est la moralité ou l'immoralité de cette histoire, nous nous faisons parfois bien des illusions en amour. Et quand je te disais à toi qu'une aventure pareille aurait pu t'arriver tout aussi bien qu'à elle, et lorsque j'ajoutais que ce n'était pas une grue, je ne me trompais pas. Je cite. J'estime que le cinématographe a tenté de faire au théâtre une concurrence déloyale en truquant et en tronquant les œuvres dramatiques. Les auteurs sont coupables d'encourager l'extension faussement artistique d'une invention merveilleuse qui n'aurait jamais dû cesser d'être ce qu'elle est en réalité, purement scientifique. Pour impertinente qu'elle soit, l'objection de cet inconnu, qui par ailleurs me ressemble comme deux gouttes d'eau, ne manque pas de pertinence. Mais s'il pouvait parler, Guitry répliquerait certainement que cette lettre adressée au Figaro date tout de même de 1912. Or, il vécut 45 ans de plus, 45 années au cours desquelles il a réalisé plus de 30 films. Le premier fut d'ailleurs réalisé peu de temps après cette fameuse lettre. C'était un film documentaire qui démontre aujourd'hui qu'il fut bel et bien l'un des premiers artistes à avoir saisi la capacité inédite du cinématographe, celle de rendre la vie éternelle. Sarah Bernard, Notre-Dame du théâtre, disait Guitry. Elle avait 72 ans ce jour-là et vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Auguste Renoir. Les rhumatismes ont déformé ses mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Il est aidé ici par son plus jeune fils, Jean Renoir, le futur grand cinéaste. Auguste Rodin, le lion diffamé, disait Guitry. Nul homme de génie n'aurait été plus bafoué et plus méprisé que lui. Pour lui, le jeune Sacha ne faisait rien d'autre ce jour-là que de la photographie. Camille Saint-Saëns, en chef d'orchestre, qu'on voit pour une fois de face, dirigeant pour la caméra des musiciens invisibles. Anatole France, qui fait des pâtés avec son porte-plume et s'essuie sur son pantalon. Un témoin raconte que, lors de la projection, Sacha Guitry et Charlotte Lisès, sa compagne de l'époque, étaient postés devant l'écran. Et ils exprimaient leur admiration pour ces génies des arts et lettres français. Guitry allait inventer là une forme singulière de synchronisation des images et des sons, qu'il devait réutiliser plus tard dans ses films, au point d'en faire un véritable style de narration cinématographique dans lequel la mise en scène est assujettie à la parole. Un plat de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous, 2, 4, 6, 8, dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes.
Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, « Puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. » Ces végétaux mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait 11 cadavres à la maison. Qui n'a pas vu 11 cadavres, 11 à la fois, ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. Parlerai-je de mon chagrin? Disons plutôt la vérité, je n'avais que 12 ans. Et l'on conviendra que c'était un malheur excessif pour mon âge. Oui, j'étais véritablement dépassé par cette catastrophe. Mais je n'étais pas au bout de mon calvaire. Il me restait encore à connaître Madame Morlot. Elle entra. J'en restais médusé. Le regard, le lorgnon, le cheveu, la narine pincée et cette bouche qui ressemblait à une cicatrice, tout cela concourait à faire de ce visage une gueule impossible. Bonjour, mon enfant. Bonjour, madame. Elle m'a tout de suite détesté. Je le lui ai tout de suite rendu. Bah. Et j'ai senti bien vite que j'allais devenir un enfant martyr entre cette vipère et ce bœuf. Elle avait une façon de me servir à manger qui était abominable et parcimonieuse. Le théâtre, c'est du présent, le cinéma, c'est du passé. Au théâtre, les acteurs jouent, au cinéma, les acteurs ont joué. Au théâtre vient le public, au cinéma entre la foule. Le théâtre, c'est le dessin, le cinéma n'en est encore qu'à la lithographie. Le théâtre, c'est positif, la pellicule est négative. Sacha Guitry, 1942. Sacha Guitry a en effet passé sa vie à dire du mal du cinéma. Théâtre en conserve, refuge des incapables et autres gentillesses du même genre. Mais il n'a pas tardé à découvrir les ressources singulières du 7e art et le plaisir tout particulier que son exercice apportait. J'aimerais bien qu'il y ait une contrebasse aussi. Vos désirs sont des ordres. Une batterie vous plairait? Je la crois nécessaire. Eh bien, mais la voici. Et voilà qu'une clarinette arrive à contrepoint nommé. Dès 1935, Guitry s'extasie. Un violon, madame. Un violon? Pourquoi pas deux? Oh, le fait est. 2 violons, s'il vous plaît. Je m'amuse comme un fou. Je suis dans l'état d'un enfant à qui l'on vient de mettre entre les mains un merveilleux joujou. Et ce que nous avons de plus persistant en nous, c'est l'enfance. 2 saxos, s'il vous plaît. Merci. Et un trompette. Il faut dire un trompette? J'ai bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il joue de la trompette. Eh bien, et ce trompette avec un peu plus de lumière, s'il vous plaît? Voilà. Je me rends compte quasiment de film en film que Guitry, malgré tout ce qu'il a pu dire sur le cinéma, comme juste simple enregistrement, captation, en fait a beaucoup très vite molesté l'outil cinéma au gré de sa parole et il a joué naïvement comme a pu faire même Méliès avant. Je me souviens de La Petite Armée là dans le roman d'un tricheur qui avance, qui recule, il ridiculise un peu comme ça par des petits procédés cinématographiques. Autant au théâtre qu'au cinéma, il avait cette liberté de tenter des choses. Et aujourd'hui encore, on est dans l'amusement. Il est beaucoup moins conventionnel que beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais. Ah, quand on pense que depuis 6 années, je me suis privé de tant de choses. Quand on pense que depuis plus d'1 année, je tremble de vous laisser voir le désir que j'ai de vous, et l'envie folle qui me prend parfois de vous le dire et de vous le prouver. Ah, tenez, tant pis, c'est elle qui l'aura voulu. Ah, le geste tant redouté. Pardon. Oh, pardon. Ah, eh bien, voilà du nouveau.
Non, mais là, alors, je vois. C'est une erreur, c'est une très grande erreur de croire que dès qu'on est cocu, on a droit instantanément à toutes les autres femmes. Quand on voit justement les vieux Guitry grâce au cinéma, on voit que c'est virevoltant, très libre, et qu'il n'y a pas du tout cette espèce de la triangulaire du mari, de la femme et de l'amant. Chez Guitry, ce qui est drôle, c'est que c'est les chaises musicales, c'est pas du tout installé. Oh, que madame est belle. Oh, que madame est jolie. Oh, les beaux yeux qu'elle a. Alors c'est marrant. Non, Désiré, je ne veux pas. Laissez-moi. Non, Désiré, je ne veux pas. Laissez-moi. Non. Allons. Le jeu, l'enfance, le plaisir. Si c'était là les clés du cinéma de Guitry. Dans le fond des archives de Sacha Guitry, gardées précieusement à la Bibliothèque nationale, peut-être que François Truffaut pourrait nous répondre. Je crois que de ce point de vue, et peut-être de ce seul point de vue, Sacha Guitry est de la même famille qu'Hitchcock, c'est-à-dire que la notion de plaisir entre en premier lieu, ce qui ne l'a pas empêché de faire des films très amers, comme La Poison par exemple. Mais enfin, il y a l'idée de plaisir, il y a là, vous êtes des spectateurs, nous sommes comédiens, nous allons vous divertir. Je crois que ce que je dis là, c'est les premières répliques d'une pièce de Jean Genet, Les Nègres, mais enfin, elle est valable aussi pour Sacha Guitry. Guitry, cinéaste, mais est-ce que c'est vraiment du cinéma ? Vous savez, toute la querelle autour de l'idée c'est du cinéma ou ce n'est pas du cinéma, et je trouve que Jean Renoir a une très bonne réponse puisqu'il pense que tout est du cinéma et que le cinéma au fond est une invention comme l'imprimerie, et donc c'est un véhicule, c'est bien comme ça que l'a vu Guitry. Par ce côté-là, il s'apparente à Pagnol, il a vu le côté enregistrement de la chose. Pagnol a compris dès le parlant, alors que des grands cinéastes comme René Clair ou Chaplin étaient réticents, avaient l'impression que le cinéma parlant ne serait plus un art. Eh bien, Guitry, comme Pagnol, a vu tout de suite la possibilité. Il a vu que c'était simplement un changement de véhicule et que ce nouveau véhicule leur convenait mieux à tous les deux. Una sera del febbraio 1518. Un soir de février 1518. Un soir de février 1518, le roi François Ier de France causait avec Laurent de Médicis à Fontainebleau et lui disait: votre mélancolie n'a pour moi qu'une cause, la solitude. Et cette solitude où vous vous complaisez est nuisible à votre santé qui chancelle. Vous m'avez fait des dons merveilleux, faïence ou vase d'Urbino, dentelle et verre de Venise. Souffrez que je m'acquitte envers vous aujourd'hui. Acceptez de mes mains un trésor comparable à toutes ces splendeurs que vous m'avez données. 20 ans, les plus beaux yeux du monde, une âme délicate, un cœur charmant et des mains adorables. Ne vous retournez pas, elle vient de paraître. Elle porte le nom de Madeleine. Elle est de la Tour d'Auvergne et de plus, ma cousine. Comment vous semble-t-elle? N'est-ce pas qu'il lui faut un cadre florentin? Que dites-vous de ma cousine? Elle est très belle, mon cousin. Quant au son, dans certaines séquences, Guitry a un style que n'aurait pas renié Jacques Tati. C'était un pompier. Oh, un homme superbe. Il m'appelait son petit incendie. Et ça n'a duré Une fois. Mais comme vous disiez si bien hier, il y a des paysages si beaux qu'il vaut mieux ne jamais les revoir. Et des tableaux aussi qu'il vaut mieux ne jamais relire. Enfin, c'est non, c'est rien. pas tout à fait ça. Mais... oui, c'est important. C'est très juste d'ailleurs pour l'amour. Est-ce qu'on peut utiliser ça fait bien les raisons. C'est pas vrai? Oh, certainement, oui, monsieur. Ah. Oui. Oui, vraiment. Vous avez... Hein?
Hein? Ah, oh là là. Bon, alors. Oh oui. Mon métier, je l'aime, je l'adore et je le sers perpétuellement. L'état de comédien est le plus beau du monde. Je sais que des gens le considèrent comme l'objection la plus déshonorante, et bien qu'il soit ceci, roulé sur une pelle avec un peu de cendre et jeté à l'égout. Monsieur est servi. Bon, et ben maintenant je vais aller manger quelques animaux morts, et ce soir je m'invite à dîner chez toi. Ça c'est quoi? Manuscrit de Faisons un rêve, enfin un manuscrit très retravaillé et mis au propre. C'est pas un premier jet. Ah oui, parce qu'il n'y a aucune rature. Un faux manuscrit en fait. Un manuscrit pour la postérité. Le premier film que j'ai vu de Guitry. Ah oui? Ouais, j'avais, je sais pas, 11 ans, 12 ans. J'adore ce film. C'était un peu sa pièce fétiche, hein, Faisons un rêve. Mais elle est, ouais. Mais le film est extraordinaire aussi. L'acte 2 entièrement au téléphone. Écoutez, mon amour, si vous ne voulez pas me parler, écoutez, alors j'ai une idée, tenez, écoutez-moi, penchez-vous sur votre appareil et faites comme ça. Fais le bruit d'un baiser, ça ne me le refuse pas, je t'en supplie. Mon amour chéri, écoute-moi, j'ai les deux récepteurs, je ferme les yeux, je tends vers toi mes lèvres, je t'en supplie, fais comme ça, tiens. Oh, mon amour adoré. Et Jacqueline de Lubac, c'était son premier rôle avec Guitry? Non, elle avait joué dans Bonne Chance, qui était le premier film qu'a tourné Guitry. Mais ils avaient joué au théâtre avant. Mais ils n'étaient pas ensemble au moment de Bonne Chance, si? Si. Ils ne sont pas encore mariés. Peut-être pas mariés. Ah bon, mais... Ils sont ensemble, oui. Ils vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Pourtant, Guitry, il n'a pas tellement vécu dans le péché, contrairement à son père. Il était très sentimental et il restait avec ses épouses. C'est elle qui le quittait, en fait, le plus souvent. Il n'a pas eu de chance. Lequel d'entre nous est pas en train de dire du mal en ce moment? Oh, chère madame, entre hommes, on ne s'acharne jamais sur une seule femme. On les met toutes dans le même panier. Et puis on se coud, comme ça. Mais naturellement, parbleu, c'est adorable une jolie femme. Seulement voilà, ne l'aime-t-on pas de moins en moins? Puisqu'à mesure que les années passent, elle devient de moins en moins jolie. Tandis que quand on a la chance d'aimer une femme laide, eh ben je crois qu'on doit l'aimer de plus en plus, puisqu'elle devient de plus en plus laide avec le temps. Eh bien moi, voyez-vous, ce qui m'ennuierait le plus, c'est d'être trompé par une femme qui ne serait plus très bien physiquement. Oui, ça m'ennuierait, parce que son amant serait comme ça, de quoi je me contentais la veille encore. Oui. Eh bien, laide ou jolie, moi, j'ai une opinion très nette sur la question. Et la plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Mais peut-on assimiler un auteur au personnage qu'il crée? Il disait être contre, mais il ajoutait tout contre. Parler des femmes, c'est en dire du mal quelque bien qu'on en pense. Et cela pour cette raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on est tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement. Lorsque je dis que je n'aime pas les femmes, j'entends par là que je regrette de ne pas pouvoir m'en passer une journée entière, de ne pouvoir rien imaginer sans elles, ni plaisir, ni voyage, ni distraction, ni travail même. Car si l'idée m'enchante d'un repas pris entre hommes, je dois à la vérité de dire qu'un second repas sans femme me semblerait sinistre. Et en somme, si je me permets de dire que je n'aime pas les femmes, c'est parce que je les adore, bien entendu. Car il faut adorer la femme que l'on aime. Sinon, à mon avis, il vaut mieux vivre seul et travailler le double. Une chose est certaine, les femmes ont tourmenté et inspiré Guitry toute sa vie privée comme sa vie publique, au théâtre tout autant qu'au cinéma. À commencer par les actrices, toutes les actrices. De toute façon, nous partirons demain. Que madame m'excuse pour la bénédictine, je l'avais complètement oubliée. Mais il ne faut jamais rien oublier, Madeleine. Que ça vous sert de leçon. Merci.
Valet de chambre, 42 ans, 1200 francs par mois. Il va un petit peu fort. Qu'est-ce qu'il voulait? J'avais oublié la bénédictine. Il y a 7 bouteilles de liqueur sur la table, mais c'est justement d'une autre qu'elle voulait. Elle avait 2 pas à faire pour la prendre dans le placard, mais pour me donner une leçon, comme elle dit, il a fallu qu'elle me dérange. Oh là là. Et en plus, il voudrait qu'on les aime. Ça fait ma 9e place ici. Et je peux dire sans mentir que j'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent ou de domestique. À moins qu'ils ne s'engueulent. Pourtant, j'ai le monsieur seul où t'es resté 1 an. Ah, là, c'était autre chose. Dire qu'il a épousé celle qui m'a succédé. Non. Je te l'avais pas dit? Mais non. Il a pris ça il y a 8 jours. Une qu'on connaît? Non, une Belge. Ben alors pourquoi qu'il t'a pas épousé, toi? Probable qu'il n'était pas encore mûr pour le mariage il y a 2 ans. Et puis peut-être que la Belge lui a fait le coup de l'enfant. Pour moi, tu l'as quitté trop tôt. Oh, j'en avais assez. Je n'ai même resté plus de 18 mois avec lui, tu sais. Et qu'est-ce qu'il me donnait en plus de mes gages? 20 francs chaque fois, alors zut. Si encore ça avait été souvent. Oh, puis moi, tu sais, les patrons, pour ça, j'en suis pas folle. Ils y mettent trop d'idées. Nous croyons que nous leur plaisons parce que tout de même, nous sommes des femmes. Et puis pas du tout. Ils vous disent toujours, non, non, garde ton tablier. Dans le fond, chez eux, ce n'est que du vice. Et ça ne devient jamais de l'amour. Et la citronnade? Et l'orgeat? Vous avez dû les mettre à réfléchir déjà. Non, ça m'étonne bien. Faisons le serment. Eh bien, vous auriez dû le faire. Justement. Are you so stupid? Stupide veut dire bête. D'ailleurs, en France aussi. Je l'entends d'ici, la préfète disant « Je le comprends, c'est amusant comme tout. Car si les gâteaux secs sont peut-être un peu mous, les rafraîchissements, eux, en revanche, sont bouillants. Je vais m'en occuper. Finissez le ménage. » Oh mon Dieu, l'empereur. Non, mais mon pressentiment ne m'avait pas trompé. Ton mari? Oui. Mort? Non, roi de Suède. Qu'est-ce que tu dis? Mais rien c'est fait. Charlotte XIII consente à l'adopter. Tiens-les toi-même. Oh. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ma chérie, oh non, ne pleure pas. Oh, voilà, je le redoutais depuis 3 mois. Et voilà, c'est fait. Je suis reine de Suède. Je ne sais même pas où est la Suède. Moi, je croyais que c'était un petit pays comme Pontecorvo, mais pas du tout. Il paraît que c'est immense. C'est là-haut, tout là-haut, là-haut. Enfin, inclinons-nous devant la destinée. Eh oui. Et nous revoilà de nouveau toutes les deux, l'une consolant l'autre, comme le jour où je suis devenue reine d'Espagne. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous avons bien pu faire, oh bon Dieu, pour qu'il nous arrive tout cela? Encore toi, tu le sentais que c'était provisoire. Et puis enfin, moi, je ne suis pas allée en Espagne. Bah, si tu t'imagines que je vais aller en Suède, tu n'iras pas? Moi? Ah, jamais de la vie, quitter la France? Non. M'en aller de Paris? Non, 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 non. Non, et puis il y a l'autre. Eh oui. Il s'est marié 5 fois avec 5 actrices. Il a fusionné avec elles son œuvre et sa vie, et à chaque fois, ça n'a pas duré. La première, Charlotte Lysès, il l'a enlevée à son père, qui a mis du temps à lui pardonner. Yvonne Printemps, qui le quitta pour Pierre Freinet, fut sans doute celle qui le fit le plus souffrir. À la troisième, Jacqueline de Lubac, il dit « Tu as 25 ans, j'en ai 50, tu seras ma moitié ». Ils divorcèrent avant la guerre. Il épousa religieusement la quatrième, Geneviève de Séréville. Elle tourna dans 5 de ses films, puis tira sa révérence. Et enfin, à la 5e, Lana Marconi, qu'il épousa en 1949, il affirma prémonitoire « Toi, tu seras ma veuve ». Mort en 1957, Sacha Guitry était né en 1885 à Saint-Pétersbourg, où son père, Lucien Guitry, jouait pour la cour impériale de Russie. Depuis sa plus tendre enfance, Guitry a toujours été admiratif de ce père qui faisait reconstituer pour lui en miniature ses costumes de scène et qui le grimait à son image, colonisant à jamais l'esprit du jeune Sacha émerveillé. Ce père immense a toujours été pour Guitry la référence artistique absolue. Or, ce grand homme de théâtre
avait peu de considération pour le cinéma encore balbutiant. Est-ce pour cela qu'inconsciemment ces deux pratiques allaient constituer pour Sacha la vérité et le mensonge de l'art dramatique ? Un des intérêts de Sacha Guitry, c'est d'avoir justement toujours montré que la vérité était souvent là où on pensait qu'était le mensonge, et le mensonge là où on pensait qu'était la vérité. Et que dans son jeu de ce qu'on appelle théâtre filmé, il a toujours mis ce qu'on pourrait dire vérité, entre guillemets, du côté du théâtre, et ce qu'on appelle mensonge du côté justement du fait de le filmer. Sacha Guitry a donc eu toute sa vie un rapport problématique avec le 7e art, tout en tournant film sur film, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en pratiquant le cinéma, il faisait encore du théâtre. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon bon ami. Comment ça va-t-il? Ça va pas fort. J'en peux plus de ma femme. Ah. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? D'être là. Il ne fallait pas l'y mettre. Ça, c'est mal répondu, monsieur le curé. Non. Souvenez-vous, voyons, du jour où nous nous sommes mariés, vous ne viendrez pas me dire que c'est la même femme. Dame, elle a 30 ans de plus. Mais c'est pas une question d'âge, ça. On peut avoir 52 ans et ne pas être comme un tonneau. N'avez-vous pas changé vous-même? Soyez juste. J'ai pris 30 ans, c'est une affaire entendue, mais moi, je ne bois pas 3 litres de vin par jour, je ne gueule pas du matin au soir, je ne casse pas la vaisselle. Et pour tout dire, monsieur le curé, j'ai beau avoir 53 ans, moi je me lave les pieds. Qu'entendez-vous par là? Que je me les mets dans l'eau et que je me les savonne. Ah bon, je croyais que c'était une façon de parler. Non, non. Et elle n'en fait donc pas autant? Oui, tous les 2 mois. Et pourtant, elle voit bien que moi, je me les lave toutes les semaines, comme tout le monde. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser, me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel, je dirais même unique, car entre le moment où vous cessez d'être vous-même et où vous jouez votre rôle, il est impossible de voir la soudure. Et il en va de même lorsque cessant de jouer, vous redevenez vous-même, si bien qu'en principe, il n'y a aucune raison d'interrompre les prises de vue. Je vous situe parmi les plus grands comédiens, Frédéric Lemaître, Sarah Bernard, mon père, Zacconi, Chaliapine. Comme eux, vous êtes seul, isolé volontaire. Comme eux, vous possédez cette vertu précieuse qui ne s'acquiert pas et qui n'est pas transmissible, le sens du théâtre, c'est-à-dire la faculté de faire partager aux autres des sentiments que vous n'éprouvez pas. Ah, vous n'êtes pas de ces acteurs qui réunissent autour d'eux des troupes. Non. Non, vous n'êtes pas de ces acteurs qui donnent des leçons. Car ce que vous avez d'admirable en vous, cela ne peut pas s'apprendre. Et cela ne peut surtout pas s'enseigner. Il était d'une modestie extraordinaire. Et un jour, je lui faisais des compliments parce qu'il jouait. Il me dit non, venant de vous, je ne l'accepte pas. Enfin, il était modeste. Il était modeste et on en fait un homme, le portrait d'un homme vaniteux. Tout sauf ça. Du reste, les œuvres d'art dont il s'entourait étaient des hommages qu'il rendait sans cesse, tous les jours, du matin au soir, aux peintres qu'il admirait. Ces hommages aux artistes, il les rendait aussi dans ses films. Il s'en inspirait pour inventer des scènes, écrire des dialogues, raconter des anecdotes. 3 peintres de génie faisaient en ce temps-là 3 durables chefs-d'œuvre et rendaient immortels 2 monarques puissants. Jean Clouet commençait en effet le portrait du roi François Ier, tandis que Hans Holbein achevait le portrait d'Henri VIII d'Angleterre, cependant qu'à Venise, Titien travaillait à cet autre portrait du roi François de France, qui nous paraît plus ressemblant que le premier. Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est ça. Ah, ça c'est encore l'antiquaire de monsieur qui a apporté ça ce matin. Mais tous les jours, il faut qu'il apporte quelque chose. Oh, et on ne me le dit pas. Oh, il est charmant. Eh ben, l'antiquaire a dit que monsieur pouvait le garder 2 ou 3 jours, et puis après, s'il ne lui plaisait pas, ben, il n'aurait qu'à le rendre. Ouais, il est bien question de le rendre. Je me demande même comment j'ai pu vivre si longtemps sans lui. Il n'est pas charmant, ce petit bonhomme, hein? Qui est-ce? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais... Émile! On va lui faire son état civil à ce petit garçon. Émile, mon ami, décrochez-moi quand je vous prie. Attendez, décrochez-moi dans ce bonhomme là qui est en bras de chemise dans le salon. Voyons, c'est absolument indécent. Et nous allons mettre à sa place, à la place qui lui est due, le portrait de mon arrière-grand-père. Ah, c'est... Oui, ce petit garçon de 10 ans. Les autres pour mon arrière-grand-père. D'ailleurs, les yeux, regardez. Nous avons tous dans la famille ces yeux-là. Vous trouvez pas?
Dites comme lui. Oh, sûrement, il a quelque chose avec monsieur. Oui, c'est évident. On ne parle jamais de la générosité de Guitry. Faire découvrir et aimer les artistes au plus grand nombre. Voilà ce qui animait ce collectionneur infatigable, cet amateur éclairé. Là se trouvait la cause qu'il a défendue toute sa vie, les arts et les artistes. Donc l'honneur d'une femme est en jeu. Il avait une vie extrêmement organisée, vouée au travail, du matin au soir et jusqu'à minuit. Il ne pouvait pas consacrer une heure de son temps à son plaisir personnel. Il était entièrement voué au bien public. C'est aussi idiot que ça. Il a débuté à l'âge de 6 ans. Il a écrit sa première comédie quand il en avait 16. Avant-guerre, sa gloire est immense. Et pourtant, à la libération de Paris, cet homme va connaître la plus grande injustice de sa vie. Le 23 août 1944, il est arrêté pour commerce avec l'ennemi et interné au camp de Drancy. On lui reproche d'avoir continué à faire son métier d'auteur et d'acteur sous l'occupation. Et l'on oublie qu'il s'agissait pour lui de continuer à faire vivre la culture de France dans une France militairement vaincue. Il est déchu de l'Académie Goncourt, ses pièces sont interdites et ses films censurés. En août 1947, le commissaire du gouvernement fait savoir indirectement à Sacha Guitry qu'il vient de rendre une décision de classement qui ferme le dossier et qui signifie qu'un non-lieu lui est enfin accordé. Il n'y avait donc pas lieu de le mettre en prison, de prohiber son nom, d'interdire ses films. Il n'y avait pas lieu de l'empêcher de remonter sur une scène et de poursuivre son destin. Sacha Guitry va passer les 10 années qui lui restent à vivre à essayer de reconquérir l'estime de ses contemporains qu'il s'est à jamais entaché d'un doute. En 1948, il réalise Le Diable boiteux, où il exprime sa haine de la calomnie. Puis il réalise une série de grandes fresques historiques sur la France, autant de rachats symboliques que les historiens attaqueront violemment et que les critiques mépriseront, mais que les enfants de l'époque n'oublieront jamais. Napoléon. Si Paris nous était compté. Et en 1953, il réalise Si Versailles m'était compté. Il rencontre alors son plus grand succès. Guitry savoure sa revanche et le public vient de me donner mon 3e non-lieu. La sortie du film déclencha un véritable scandale politique. Les communistes et les royalistes tombent d'accord, cette œuvre est méprisable. À la Chambre des députés, l'opposition accuse le gouvernement d'accorder sa caution à un film sans valeur historique et de dilapider l'argent des contribuables dans cette entreprise. Ce qui est faux, car le film est une production privée dont le succès va permettre la réfection du château de Versailles. La conception de l'histoire que développe Guitry dans ses films d'époque est, il faut le dire, paradoxale. C'était un ravissant spectacle, car il est reconnu que le roi Louis XIV ne vivait pas petitement, et grâce à Dieu d'ailleurs, car s'il avait été modeste et parcimonieux, la France n'aurait pas le château de Versailles, et ce serait vraiment dommage. On nous dit que les rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté? L'auteur, qui est aussi le conteur, est omniscient dans la conduite du récit et se donne le droit d'intervenir à tout moment. Ainsi, dans Le fabuleux destin de Désiré Clary, Guitry interrompt le film au milieu pour prendre une pause et changer les acteurs. Par l'auteur s'étant aperçu que désormais ces personnages principaux avaient pour la plupart changé de nom, d'âge et de rang social, il a pensé qu'il devait en modifier l'interprétation. Ainsi, Julie Clary devenant reine d'Espagne, Yvette Lebon remet son rôle entre les mains de Camille Fournier. Puis Désiré Clary devenant reine de Suède, Geneviève Guitry, voulez-vous donner votre rôle à Gaby Morlaix? Mais avec joie. Gaby Morlaix, voulez-vous accepter ce rôle? Mais avec joie.
Et puisque le général Bonaparte ressemble aussi peu que possible à l'empereur Napoléon, Jean-Louis Barrault, vous voulez bien me faire la grâce de céder votre rôle à l'auteur? C'est surtout une vision du monde où les sentiments, les désirs et les frustrations prennent l'avantage sur les grandes batailles et les alliances tactiques. Nous pouvons commencer la seconde partie. Le mensonge, la délation, le crime lui-même, tout est permis quand l'intérêt de la nation se trouve en cause. Et pour ma modeste part, je n'ai jamais trahi que lorsque j'avais la moitié de la France pour complice. Elle ne sait plus que faire. Les uns lui demandent de trahir l'empereur lui demande de trahir les autres, et celui-ci, comme les autres, lui dit que c'est pour sauver la France. Perdant la tête, elle trahit les uns, comme elle trahit l'autre. Dès 1936, Guitry fait d'ailleurs dire à son personnage ce qu'on doit penser de l'histoire officielle. Ainsi l'histoire, à quoi ça rime? Et comment voulez-vous que je m'y reconnaisse quand depuis ma jeunesse, 5 fois déjà la France a changé de régime? En 1790, on nous a dit les rois de France, exemple de bonté, modèle de vaillance, furent des hommes sans défaut. Alors on a crié, vive les rois de France. 3 ans plus tard, on nous a dit que c'était faux, que nous leur devions nos souffrances et qu'ils n'avaient que des défauts. Alors on a crié, ah bah, les rois de France. On nous a dit ce qu'il nous faut, à nous, peuple français, c'est une république. Alors on a crié, vive la république. Mais voilà que 5 ans plus tard, ça se complique et change encore. On nous explique, très grande erreur, la république c'est le pire. Ce qu'il nous faut, c'est un empire. Sans nous faire prier, nous avons tous alors crié, vive l'empereur. En 1814, on nous a fait comprendre que les Bourbons avaient du bon et mon Dieu qu'à tout prendre. En un tel désarroi, ça valait mieux encore. Alors nous avons de nouveau crié, vive le roi. Mais en 1815, à son tour, en chœur, le 26 février, nous avons recrié tous, vive l'empereur. Mais vers la fin du mois de juin, quand il est reparti pour la seconde fois, nous avons de nouveau crié, vive le roi. Il en sera toujours ainsi, je le suppose, aussi longtemps que durera notre pays, car la France obéit, pourvu qu'on l'autorise à crier quelque chose. Sacha Guitry n'a jamais été ce qu'on appellerait aujourd'hui un auteur politiquement correct. Ses propos sur les femmes ont fait, et font toujours scandale, mais elles ne sont pas le seul sujet tabou sur lequel il a su aiguiser son esprit. Dans « Je l'ai été 3 fois », le malheureux époux le fut pour la 3e fois par... Oui, un cardinal. Non. Hélas. Oh. Ça alors. C'est incroyable. Incroyable, en effet. On le raconterait que... Vraiment, alors là... Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faudra pas le raconter. Non. En face des desseins de la Providence, nous nous trouvons parfois, n'est-ce pas, voilà, sans réplique, respectueux mais surpris. Oui, vraiment, quel intérêt le Créault pouvait-il avoir à vous mettre dans une situation pareille? Comment à me mettre? Bah et vous? Oh mon Dieu. Moi je suis que l'instrument et ma part est modeste, mais vous, vraiment, pourquoi? Est-ce une épreuve? Est-ce une punition? Ouais. Qui nous expliquera ma présence en ces lieux? C'est vous qui allez me l'expliquer. Y parviendrai-je, mon fils? Oui, il faudra bien que vous y parveniez, votre conduite est inqualifiable. Eh bien, ne la qualifions pas. En tout cas, ce n'est pas à vous de la juger. Comment c'est pas? Non. Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu seul, mon fils. D'abord, je vous permettrai de m'appeler votre fils. Oui, moi je vais vous prier de bien vouloir dire mon père en me parlant. Ah oui, c'est le moins que je puisse accepter si vous ne voulez pas que je rompe à l'instant l'entretien. Je partage votre émotion et je veux m'appliquer à calmer votre courroux. Mais le malheur, d'ailleurs relatif. Comment? D'ailleurs relatif. J'ai rien dit. Acceptez-moi, pardon. D'ailleurs relatif qui vous frappe ne vous autorise pas à oublier le respect que l'on doit au costume que je porte. Permettez-moi de vous dire que vous ne donnez guère l'exemple du respect qu'on lui doit. Je l'avais retiré, mon fils. Vous avez pu le constater vous-même. Forcément, cette liberté de ton déplaisait. L'Église, l'amour, la politique et forcément la République, rien ne trouvait grâce à ses yeux. R, O, B. Que ces noms soient à jamais gravés dans la mémoire des hommes. Quoi de plus naturel, S. Mais faut-il que ce soit exclusivement cela? Et il est vrai d'ajouter qu'il était entendu, 2 RE, mais non pas écouté, car son jeune auditoire avait des préoccupations diverses et d'un autre ordre.
C'est un petit peu compliqué pour moi, Guitry et la politique. D'abord, il est difficile à cerner parce que je crois qu'il était quand même profondément individualiste. Et pour moi, m'approcher de Guitry et la politique, c'est comme si je voulais m'approcher, et c'est une figure qui devient pour moi de plus en plus emblématique de Guitry, comme si je me demandais de quel bord politique est Arsène Lupin. Il y a un côté qui roule fondamentalement pour lui, pour les femmes, pour les grands hommes de France, pour ses artistes préférés, mais qu'il n'est pas du tout dans une construction politique de la société. Ça l'intéresse assez peu, et, bon, jusqu'à distiller régulièrement des caricatures des hommes politiques du moment. On valse aux Tuileries, valse des corps en harmonie avec la valse aussi des cœurs, valse des sentiments et valse des coutumes et des gouvernements. Sitôt qu'ils sont élus, les voilà renversés. De vous l'on ne veut plus. Passez, monsieur, passez. Ministres éphémères aussitôt renversés, comme on vous énumère sans jamais se lasser. Mais vous avez raison de garder le sourire, puisque vous savez bien qu'on vous fait repasser, avant même de vous blanchir. Il aimait beaucoup provoquer, il était tellement soucieux de sa liberté qu'il pouvait dire le contraire de ce qu'il pensait. Oui. Je pense que sur les femmes, tout ce qu'on a pu, toute sa misogynie affichée, souvent c'était des déclarations d'amour à peine déguisées, et je crois qu'il a beaucoup souffert, comme a pu souffrir Serge Gainsbourg aussi avec les femmes, et que du coup ces types après étaient dans leur amertume et restaient très drôles, quoi. Vous dire qu'un jour tu seras peut-être président de la République. Pourquoi me dites-vous ça? C'est vous dire que chaque fois que je me vois en caleçon, j'y pense malgré moi. Bon, voilà une idée, par exemple. J'aime bien régulièrement me demander qui pourrait jouer Arsène Lupin. Je trouve que c'est un rôle extrêmement difficile. Georges Descriers. Ouais, voilà. Qui peut succéder à Robert Lamoureux? Enfin, il y en a eu certains quand même qui s'en sont pas trop mal sortis. Mais je pense que Guitry aurait été un excellent Arsène Lupin en tant qu'acteur. En fait, c'est même Arsène Lupin. Enfin, le film évidemment emblématique de ça, c'est le roman d'un tricheur, puisqu'il y a tout ce jeu de la métamorphose, de gentleman cambrioleur, de la magie, de la précipitation. Vous pouvez également vous exercer à faire passer une pièce de 20 francs de votre main gauche à votre manche droite. Quand j'ai su faire tout cela, j'ai commencé modestement dans des hôtels de 3e ordre pour me faire la main. Asseyons-nous, monsieur. J'avais dégoté un vieux royaliste naïf et distingué d'ailleurs qui allait me servir de cobaye. Faisons semblant de brouiller les cartes puisque je les ai préparées d'avance, puis faisons couper. Mais, bien entendu, annulons la coupe. Charmant petit vieillard. 2, puisque tu es royaliste. 3. Eh bien, sois heureux, tiens, le roi. Quand je me suis... Il a même emprunté pour ce film un épisode d'Arsène Lupin. C'est un petit secrétaire comme ça dans lequel on enferme un bijou, puis par un mur derrière un complice vole le bijou. Il y a le même épisode dans le roman d'un tricheur. Entrez. Bonjour, monsieur, asseyez-vous. Eh bien, madame, en voici un, et voici l'autre. Remarquez bien que je ne doute pas de votre honnêteté, monsieur, mais cependant, je vais faire ceci. Je ferme l'écran. Et comme rien n'est plus facile que de changer une étiquette, je le dépose dans l'armoire. Comme cela, vous ne courez aucun danger, puisque vous en êtes le gardien vous-même. Je ferme l'armoire. Je dépose la clé dans mon sac. Je mets mon sac sous mon bras. Je mets mon petit chapeau sur ma tête, parce que je n'aime pas me promener tête nue dans l'hôtel. Je prends mon manteau pour ne pas prendre froid. Et je vous adresse mon plus gracieux sourire en vous disant à tout de suite. C'est un comédien qui écrivait. Dans ses manuscrits, on voit qu'il jouait en écrivant. Enfin, parce qu'il y a des espèces des arabesques comme ça qui correspondent à sa gestuelle sur scène plus tard, quoi. Donc on n'arrive pas à se détacher de cette magnifique fusion qu'il y a eu entre l'auteur dramatique et le comédien. Et depuis, c'est vrai que s'il fallait entreprendre un Guitry aujourd'hui, il faudrait donc oublier le créateur du rôle
Et à ce moment-là... Faire le deuil. Voilà. Et moi, j'ai réfléchi à ça. Et c'est très difficile parce que moi-même, j'avoue, je suis tellement en permanence charmé par la voix de Guitry qui me revient. Dès qu'on lit, moi tout seul, si je lis une pièce de Guitry, j'imite sa voix. Hein. Mais oui. Je parle immédiatement comme ça, enfin, je pars inconsciemment et je m'entends bien avec lui. J'ai été méchant et d'ailleurs impoli. Je t'en fais mes excuses et j'en suis honteux. Je dis sans doute une chose qui a dû vous déplaire. Oui, peut-être. Mais je n'aurais pas dû en profiter, car j'en ai profité, c'est cela qui est vilain. De même que je n'aurais pas dû faire passer ma carte à cet artiste qui chantait. Je l'ai fait, tu me penses bien, pour te contrarier. Je ne peux pas ne pas te le dire, parce que je ne veux pas. Tu es un chagrin de cette espèce-là. Mon petit bonhomme. Pardon. Mais tu vois bien, n'est-ce pas, que je ne suis pas heureux non plus. Ah, c'est pas toujours facile, la vie. Me voilà avec des larmes dans les yeux, ce qui est vraiment malin, alors qu'on a déjà tant de peine à mettre ses pieds l'un devant l'autre. Passez-vous à votre lampe, voulez-vous? Oui, ce sera plus prudent. C'est amusant, ce petit cercle de lumière dans lequel nous posons nos pas. Donne-moi tes yeux. C'est le film de la fin de ses amours avec Geneviève, sa 4e femme. Nous aurions dû prendre à gauche. Enfin. Ça ne finira donc jamais. Le cinéma, jamais.